me voilà chargée de faire un panorama du web documentaire d'archives, ce que je ne vais pas faire ici. Plutôt, je vais parler plutôt des évolutions du web documentaire en repartant un petit peu de leur apparition et de leur définition. Donc en fait, on repart de la notion de documentaire, hein, de documentaire filmique. Les premiers web documentaires se sont bâtis à partir de documentaires films. Et avec voilà, si on se penche sur la notion de documentaire lui-même, on voit que l'opposition traditionnelle entre fiction et documentaire s'estompe, devient de plus en plus floue. En tout cas, leur objectif est de questionner ou de mettre en perspective des préoccupations sociétales, des modes de vie, des faits sociaux, des archives, mais aussi des événements historiques et même des créations de la nature. Donc en général, il y a un ou plusieurs auteurs qui agencent différents matériaux, souvent avec le conseil de scientifiques ou d'experts des domaines investigués. Donc à l'origine, mon intérêt en fait pour le web documentaire tient au fait que c'est déjà une création, et une création qui indique de nouvelles intrications du réel dans la matière documentaire. Donc au départ, en fait, le genre documentaire est caractérisé par un objectif de distanciation qui est recherché dès l'étape de conception par la mise en valeur des captations du réel, entendues comme espace d'expression non joué par des acteurs professionnels. Les matériaux collectés donc, sont à base d'images fixes, de textes, d'enregistrements sonores, filmiques, et ils sont non transformés après leur captation. Je pensais dire ça là, c'est pas grave. Donc le genre documentaire en général consiste à architecturer une étude, un témoignage, des connaissances organisées pour que puissent se transmettre des savoirs, se manifester des opinions autour de points de vue différenciés. Alors avant peut-être de faire une rapide typologie des documentaires, j'avais identifié 3 postures autour de cette fonction de traduction du réel. Donc déjà, 1, l'énonciation d'un point de vue d'auteur sur une réalité perçue. 2, le placement du spectateur dans une situation de témoin par la création d'une distance narrative avec les faits représentés. Et 3, la sollicitation d'une prise de conscience active chez le spectateur témoin qui doit identifier ce point de vue et l'interpréter. Donc là, si on fait une rapide typologie des documentaires, filmiques toujours, on voit que dans le documentaire historique, avec l'exploitation des fonds d'archives, il y a des choses très très différentes. Le chagrin et la pitié, Max Ophüls, consiste en fait en des juxtapositions d'archives documentaires de la période de propagande pétainiste. Et Nuit et brouillard consiste aussi en des fonds d'archives, mais où l'auteur lui-même filme et est représenté en train de filmer. Donc voilà, on voit ici déjà qu'il y a une très grande diversité, il y a déjà 70 ans. Docufiction, alors bon, j'ai intégré sous ce thème qui est plutôt péjoratif, pourtant l'insertion dans un appareil fictionnel de captation du réel. Donc pour moi, 2 films emblématiques du genre sont celui de Amsterdam Global Village de Jan van der Keuken en 1996 et de Taxi Téhéran en 2015. Je peux revenir sur la présentation des films si vous voulez. Et puis un autre point, c'est le documentaire d'Agnès Varda, qui est une fiction qui se fait passer pour un documentaire, avec un film de sa doctorante, Kauter Ben Ania, Le Chalat de Tunis. Je vais quand même dire quelques mots de Jan van der Keuken, Amsterdam Global Village. Donc il s'agit en fait de portions de vie racontées dans Amsterdam, et donc ce sont vraiment donc des captations d'interviews. Mais entre ces interviews, en fait, il y a un coursier qui fait le lien. Et ce coursier joue son rôle de coursier, mais il joue un rôle, et c'est ce qui fait en fait la navigation, entre guillemets, dans ce documentaire. Quant à Taxi Téhéran, pour ceux qui n'ont pas vu le film,
l'auteur interdit de filmer se filme dans son taxi, en train de filmer. Donc ici, on a vraiment, à tel point d'ailleurs qu'on peut se demander à un moment donné si on est un documentaire ou dans une fiction. Et puis bon, le making of, qui est la narration documentée, la fabrication d'un film, il n'y a rien à raconter dessus. Alors avant d'arriver au web documentaire, encore une petite incursion du côté des jeux vidéo et d'un genre qui s'appelle advocacy, qui est plutôt outre-Atlantique, et dans lequel en fait on commence à se saisir en des technologies multimédia pour créer des séries très courtes dans l'objectif de défendre une cause et d'inciter à l'action. Donc un ancêtre du genre est le Matrix, qui était une animation flash de type dessin animé, qui avait pour but d'avertir sur l'élevage industriel, qui a été traduit dans de nombreuses langues. Darfur is Dying, un serious game. Spent, première advocacy à base d'infographie. Ensuite, on est passé au news game, donc qui est un peu ici l'appropriation par les journalistes de cette capacité à créer des jeux plus ou moins sérieux pour faire passer en fait des investigations journalistiques. Je range aussi dedans Merci Patron, qui reste quand même un peu un ovni entre le documentaire, l'action politique, le reality show, etc., avec une omniprésence de l'auteur. Et puis, les séries infographiques de DataGull, ici j'ai pris Privatisation et République en marché, qui sont aussi emblématiques de cette volonté en fait de faire passer des messages en vue d'action. Et donc de cette évolution dans la fabrication et dans l'appropriation des techniques liées à la fabrication des médias. Alors, on en arrive au web documentaire lui-même. Hein, donc, comme les genres précédemment cités, il assemble des éléments de documentation avec des narrations, des descriptions des personnes, des personnages, et surtout un design d'interaction entre les visionnaires interacteurs et les contenus, à l'aide d'une interface graphique, et le média de diffusion et le web. Donc, comme l'a souligné Clotilde auparavant, il y a un scénario, et ce scénario, il passe en fait par l'accès aux interfaces, à l'aide d'une interface graphique et de navigation. Alors, je montre. Toc. Voilà, donc Clotilde parlait de niveau, hein, on conduit des interfaces dans cet espace, dans ce temps d'accès qui ouvre un ensemble de parcours. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'interaction, on va pouvoir consulter, répondre, choisir, on participe, on écrit, on commente, on visionne, on répond aux sondages, à des forums, qui sont aussi des actions qui peuvent être indispensables au déroulement d'un webdoc. On expérimente aussi, on permute consciemment entre moments narratifs et matière documentaire. On peut adopter une identité narrative, accepter une mission, vivre une situation proposée ou une expérience. Et enfin, on fabrique. On peut construire sa propre histoire, apporter des éléments extérieurs, créer des branchements narratifs, etc. Donc, je vais passer rapidement sur les premiers du genre. Alors ici, c'est pas vraiment un web documentaire, mais ça commence à y ressembler. En fait, à partir d'un documentaire qui s'appelait Energy Risk, il y a eu un docu-fiction créé en 2011 à partir d'une BD, ici qu'on voit une BD interactive qui est dessinée en dessous, avec la possibilité de permuter entre différents éléments de la matière documentaire. Donc on permutait avec des extraits du documentaire TV Énergie Risque, et ici par exemple on comparait des infographies assez rudimentaires qui permettaient de comparer la production d'énergie et la consommation d'énergie avec les différentes sources d'énergie. Voilà, j'arrive tout de suite à la superproduction d'Arte avec Fort McMoney, donc ça y est, il m'échappe.
Voilà, quelqu'un le connaît sûrement. Donc David Dufresne sur Arte, 2014, donc qui montre bien cette industrie des sables bitumineux, les dégâts qu'elle produit en Arctique, enfin en tout cas dans le Canada du Nord. Et ici, on est tout à fait dans l'interface graphique du jeu vidéo, entre guillemets, dès le début. On remarque ici que même dans l'espace de débat qui est créé, on a des petites icônes, des petites jauges qui nous plongent dans cet univers narratif constitué par la vidéo. Mais là aussi, on a des espaces de documentation, de comparaison et de communication. Alors, je dirais que je fais un saut dans le temps pour montrer un peu qu'est-ce que peut devenir le web documentaire. Ici, donc c'est une commune de Bretagne, située Saint-Péran, située dans la forêt de Brocéliande, qui constitue, je l'ai insérée parce qu'elle s'intitule web documentaire, hein, qui constitue en fait sa propre documentation et se présente en 2 chapitres, les élus, hein, c'est les 11 élus et Saint-Péran. Et puis, plus près de nous, dernière autodocumentation, ici, on voit un bulletin de décès qui est une archive personnelle et qui est inclus dans le sourire d'Auschwitz, qui a été écrit par, je crois que j'ai oublié son prénom, Madame Trouillard, on va dire une journaliste, qui a elle-même enquêté sur son grand-père. Et donc, on voit ici arriver le webdoc, n'est pas personnel, puisque c'est un webdoc ici revendiqué par l'auteur, mais qui est constitué par des recherches personnelles. Alors, comme grille d'analyse, pour un petit peu donner une profondeur à la problématique énoncée par Clotilde en début de séance, c'est-à-dire comment gérer cette multiplicité et cette profondeur dans la scénarisation et l'accès en fait aux documents. Donc, il y a une surface grille qui a été proposée par, j'ai oublié son prénom, M. Bernard, et que j'ai moi-même décliné, puisque j'avais aussi, dans un précédent article 2014, essayé de définir ces différentes couches, je les avais appelées des couches, et ici, on peut très bien se servir de cette surface grille pour insérer, en fait, à la fois un espace d'accès qui est fixe et qui est fonction de la navigation, donc qui est mouvant, donc un espace d'accès et d'interaction entre les éléments, des espaces narratifs, de projection de médias et d'archives qui peuvent se superposer, et des espaces de communication. Et si on prend voilà, un web documentaire récent, voilà, celui du cloître et la prison, réalisé par de multiples acteurs ici, qui présente en fait l'abbaye et excusez-moi, de Clairvaux et la centrale de Clairvaux. Ici, on arrive sur cette première entrée avec les petites clés là qui symbolisent le jeu, mais c'est le seul symbole et la seule manifestation de jeu dans ce webdoc. Ici, on a un menu à gauche et un espace de visite, une carte, voilà, un espace de navigation. Lorsqu'on clique sur lorsqu'on passe la souris, déjà avant de cliquer, on a une petite explicitation de ce qu'on peut visiter. Oui. Et au premier clic, on descend dans une sous-section. S'il vous plaît, nous sommes très nombreux, nous sommes plus de presque 40, et il faudrait que tout le monde vérifie que son micro est éteint, s'il vous plaît.
Donc ici, on est dans une première, vous voyez, ici on est en surface, ici on est au niveau -1, donc avec une sous-section, et on observe que finalement le média vidéo arrive en troisième niveau, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'élément le plus fin de granularisation, donc ici le document vidéo n'est pas du tout mis en avant comme il peut l'être dans d'autres web documentaires. Voilà, donc maintenant j'ai cliqué ici sur le menu, donc à gauche on a en fait accès à une chronologie, un glossaire, bibliographie, donc ce sont les accès qui s'ajoutent à celui de la carte, mais qui ne le remplacent pas. Voilà, donc ici j'ai cliqué sur la chronologie, on a la possibilité du XIIe au XXIe siècle, donc de parcourir les différentes étapes de fondation et de création de Clairvaux. Alors là, donc cette idée vous voyez que ce web documentaire relativement classique, hein, il n'a absolument pas, voilà, il n'utilise pas de fictionnalisation, il n'utilise pas, on est encore ici presque dans la situation de témoin, hein, on regarde un peu avec un regard distancié les éléments, donc il n'y a aucune, je dirais, aucune scénarisation à part celle de la visite au tout début, donc on est dans quelque chose d'extrêmement simple. Alors voilà, un autre élément donc sur Arte. Arte, comme a été un des premiers majeurs à proposer des webdocs, évidemment avec France 3, mais bon, il est resté quand même un des majeurs. Et ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que justement le webdoc a disparu de son offre. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche un web documentaire sur Arte aujourd'hui, on va les trouver, mais on les trouve en fait avec d'autres manifestations, d'autres médias. Ici, donc là, c'est les 100 ans de l'aéropostale. On est vraiment dans un webdoc avec, vous voyez, explorer la ligne, les 3 choix de départ. Et on regarde ici, on voit que, par exemple, ces 100 ans de l'aéropostale, ils vont être accessibles si on clique sur documentaire, ou si on clique sur jeu, ou si on clique sur site. Donc on arrive à retrouver les web documentaires ici, mais l'appellation a disparu. Et il me semble que c'est assez révélateur parce que si on explore un petit peu cette offre, on voit que toutes ces narrations en fait, qui sont proposées ici à partir de documents, qui peuvent être des documents d'archives, sont constituées par des innovations en termes de communication, de recherche en fait de communication avec les interacteurs que sont les webonautes, on ne sait plus comment les appeler. Alors, il me semble que moi, dans les web documentaires, en fait, un rôle très important est joué par les outils. Donc j'avais proposé un certain nombre, dans une communication précédente, j'avais parcouru l'offre, et donc je ne vais pas refaire ici, je vais simplement ici parler de Neatline et d'Omeka, qui permet en fait qu'il y ait une innovation pour Omeka, une innovation qui avait déjà quelques années, mais qui commence un peu à montrer des résultats, avec un module de carte qui reçoit une chronologie connectée à des documents, connectée à des médias, qui peuvent être des documents, des images, tout ce qu'on veut. Donc ici, on a la carte et la chronologie qui sont regroupées. Et du coup, ça va nous permettre énormément de parcours, en tout cas d'enrichir cette notion de parcours. Peut-être pas Neatline, comme vous savez que la personne qui vient d'entrer doit éteindre son micro, merci. Il y a un champ de métadonnées important, il y a la sémantique et celle de Dublin Core, donc on a aussi une grande diversité de formats, on a des tags qui permettent des croisements entre des collections et des items, des plugins, etc. Donc c'est vraiment et des possibilités d'annotation aussi. Donc c'est vraiment un outil très riche. Et du coup, cette carte,
Et aussi, enfin, cette carte, cette intégration dans Omeka, qui est donc un logiciel de gestion de contenu qui vise à montrer des collections, voilà, cette valorisation de la carte, on la retrouve ailleurs. On la retrouve dans d'autres voilà, dans d'autres projets. Ici, donc c'est l'Empire romain hein, qui est étudié, et on voit que sur cette carte, il y a la possibilité, voilà, ici, de reconstituer un parcours pédestre, et on peut varier en fait sur la carte, faire apparaître en fait des couches qui sont extrêmement diverses. Donc d'un côté on a un réseau, de l'autre côté on a un parcours, on peut, voilà, enfin, je vous laisserai éventuellement découvrir ce genre de choses, mais ça nous donne en fait avec la chronologie, avec les couches de la carte, on a vraiment une profondeur qui est très intéressante pour agencer des contenus. Alors un peu plus loin, on a voilà, ce que le Europe Time Machine, hein, dont certains d'entre vous connaissent le projet, donc un projet européen qui vise à restituer en fait l'histoire, une histoire, des histoires, et donc est constitué par des local time machines, donc des projets qui sont inscrits et qui ici sur une cartographie de ces projets et qui visent à valoriser finalement comment dire, un patrimoine, je dirais, un patrimoine d'histoire. Donc le plus connu est la Venice Time Machine. Alors là, sûrement, les archivistes auront sûrement beaucoup de choses à dire, puisque c'est l'exemple type d'un projet, donc moi je n'ai pas suivi, mais qui a rencontré quelques problèmes au niveau de la gestion des archives, justement, voilà, donc je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais il y a eu en fait donc Venise, ou le maire de Venise, ou les archives de Venise ont dit mais attention à ce que vous faites de nos archives, nous ne sommes pas d'accord à un moment donné ou à un autre. Et donc le projet a été un peu arrêté et je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Par contre, je voulais vous montrer quand même, alors j'étais obligée de mettre je voulais vous montrer quand même la présentation, j'espère que ça va passer, qui dure 2 minutes, et parce que je n'ai pas fait de capture d'écran, et qui est assez emblématique de ce genre, de l'évolution en fait du document dans avec cette machine à remonter le temps. Over 1,000 years of history reside in the friary of this church in Venice. Stacked on over 80 kilometers of shelves are maps, manuscripts, monographs, documents recording generations of Venetian bureaucracy. Most of this vast collection has never been read by modern historians, but a new project aims to uncover the secrets of this enormous archive and digitally reconstruct the Venice it describes. The Venice Time Machine project aims to make the huge amount of data stored in the State Archives of Venice accessible to researchers. Every page of paperwork must be scanned and digitized to enable searching and cross-referencing. Normal character recognition software doesn't work well on the wide variety of handwriting found in the archive, so machine learning is being used to recognize word shapes and match them between documents. Cross-referencing names means researchers can create social networks for the city. And the data contained in maps enables them to recreate the building up and occasional falling down of Venice's buildings. Information in maps can then be cross-referenced with historical paintings as well as modern photos. And combining these images with apparently mundane paperwork about shops and businesses
means historians can reconstruct the details of the city at almost any point in its history. This virtual time machine should allow modern historians and members of the public to explore ancient Venice, and the written documents could provide datasets on anything from trade and financial markets to public health and the spread of disease. The technology developed for the Venice Time Machine project could be applied to other ancient archives too, creating detailed and inspiring windows into the past. Voilà. Voilà, donc ici on a une ambition un peu démesurée, je dirais, qui peut apparaître démesurée par rapport au gigantisme du travail que cela suppose et surtout du pilotage en fait du projet, parce que voilà, ça suppose un pilotage extrêmement bien conduit et qui partage un peu une grande hétérogénéité de savoir-faire et de métier. Donc, je vais conclure ici. Donc, pour moi, la figure du témoin convoqué par le genre documentaire s'estompe au profit de l'expérience et de l'immersion. Je n'ai pas montré beaucoup d'exemples, mais il y a évidemment cette volonté qu'on retrouve par exemple dans l'abbaye de Clairvaux justement de ne pas tomber dans ces expériences et d'immersion qui ne sont pas forcément d'ailleurs négatives. Et puis on a aussi une visée de modification comportementale qui n'est pas celle du documentaire à l'origine, qu'on voit avec les news games ou d'autres jeux transmédia basés sur la documentarisation. En tout cas, on remarque en fait dans cette redocumentarisation et cette éditorialisation documentaire un très large champ de pratique. Donc ça va vraiment de l'autodocumentation à la superproduction. Et donc il y a de la place, je dirais, pour tout le monde. C'est bien pour les archives municipales que les archives départementales et que les archives nationales. En tout cas, les webdocs, s'appuient toujours sur des outils de publication et d'éditorialisation, ainsi que sur des compétences multidisciplinaires. Voilà, donc alors j'ai parlé de Bernard, mais de Françoise Garçon aussi, le documentaire historique au péril du docufiction. Donc elle a publié un article assez critique sur le docufiction, c'est-à-dire sur les grandes séries documentaires historiques à base de fiction qui n'ont rien à voir en fait avec le documentaire historique ou le web documentaire. Voilà, donc il y a Cyclin et Samuel Gantier, voilà, que j'avais espéré intéressé, mais qui était pris lui-même dans un projet, puisqu'il est à la fois, on peut dire, un web documentariste et en même temps enseignant-chercheur aujourd'hui, et il travaille actuellement sur un projet de deep learning dans le web documentaire. Donc il faudra surveiller ça de près. Voilà. J'espère avoir commencé à répondre à certaines des questions qui pouvaient se poser avec que Clotilde a posé. Merci Evelyne.